Vous écoutez On lit pour vous. L'âge d'or des marchés publics. Un texte de Marc-André Dénommé, paru le 21 février 2023 dans Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Considéré comme le cœur des centres-villes du 19e siècle, le marché public rythme alors la vie économique, politique et sociale des Québécois. Bien plus que le grenier de la ville, le marché constitue un carrefour de rencontres et d'échanges. Le 19e siècle est marqué par un exode des Canadiens français vers les villes. Parallèlement, des milliers d'immigrants s'établissent au Canada. Les principaux centres urbains tels Montréal, Trois-Rivières et Québec voient ainsi leur population augmenter. De nouveaux quartiers sont créés et des marchés sont construits pour qu'une population toujours plus nombreuse puisse y faire des provisions. Le marché est un lieu névralgique en plein cœur de la ville. En plus de s'y approvisionner, les gens s'y rencontrent pour échanger. On y voit des crieurs publics, des politiciens faisant campagne, des enfants qui jouent, des amuseurs publics qui divertissent la foule, etc. Le lieu ressemble à une foire. C'est souvent dans cet endroit que les immigrants arrivant par bateau ont leur premier contact avec la société d'accueil. Le Québec n'ayant pas de réseau de transport adéquat, tel le chemin de fer, le marché est la principale source d'approvisionnement dans les villes au XIXe siècle. Les agriculteurs s'y rendent pour y vendre une partie de leur récolte. En contrepartie, ils obtiennent des produits qu'ils ne trouvent pas à la campagne, comme le sucre, le thé, etc. La construction de nouveaux marchés en maçonnerie permet aux halles de s'élever sur plusieurs étages. C'est au deuxième étage de ces nouveaux marchés qu'apparaissent des salles multifonctionnelles qui accueillent assemblées populaires, spectacles, bazars, etc. Le marché public entre prestige et développement. Le marché était le centre économique de la ville à cette époque. Par la suite, on a décidé d'en faire également le cœur administratif. C'est pourquoi de nombreuses mairies ont été construites près des marchés. Nos ancêtres sont même allés jusqu'à faire du marché Sainte-Anne de Montréal le Parlement du Canada uni. Comme plusieurs habitants de la campagne se déplaçaient vers les centres urbains pour se procurer des denrées, il devenait important pour les villages de posséder leur propre marché public. Cela donnait du prestige à la localité, tout en permettant aux agriculteurs locaux d'avoir un nouveau débouché pour leurs marchandises. Avoir un marché signifiait la construction d'une nouvelle place publique locale et la création d'un nouveau pôle d'échange des plus attractifs. La renommée du village était donc multipliée. L'érection d'un marché favorisait des investissements locaux et la construction d'infrastructures administratives et publiques. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les marchés se développent et les marchands se spécialisent pour répondre aux demandes de plus en plus nichées de leur clientèle. Les principaux besoins des citadins étaient le foin, pour nourrir les chevaux, et le bois, pour le chauffage. De nouveaux marchés ont donc été construits pour le commerce de ces produits. On a également créé des marchés de poissons, car l'odeur des étals des poissonniers dans les marchés traditionnels rebutait les autres commerçants. Cette spécialisation a eu de nombreuses conséquences, notamment architecturales. Par exemple, on a installé des glacières, des chambres froides, pour permettre aux bouchers des marchés de mieux conserver la viande. Le XIXe siècle a vu la construction de nombreux marchés publics partout au Québec. Ce fut l'âge d'or de ceux-ci. Bien sûr, on pouvait y acheter des denrées, mais c'était surtout des lieux où on se rassemblait, des endroits dynamiques et vivants au sein de la ville ou du village. Au XXe siècle, les marchés se sont adaptés à la nouvelle ère des épiceries et des supermarchés pour continuer de jouer leur rôle dans l'espace public. C'était L'âge d'or des marchés publics, un texte de Marc-André Dénommé, paru le 21 février 2023 dans Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Abolition silencieuse d'une expertise publique en formation à distance. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 9 juillet 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir?
le récit des services éducatifs à distance qui avait été mis en place en 2018 a cessé ses activités le 30 juin 2026. Dans le réseau scolaire public, en 2021-2022, un taux de réussite de 29 % a été enregistré pour les adultes souhaitant terminer en ligne leurs études secondaires ou obtenir les préalables requis à la formation professionnelle. Le secteur privé risque d'être de plus en plus utilisé pour la formation à distance, ce qui soulève des préoccupations concernant la qualité et le coût de l'enseignement. Des experts dénoncent l'abolition silencieuse de ressources d'aide destinées à améliorer la qualité de la formation à distance des élèves du Québec, notamment des adultes souhaitant faire leurs études secondaires, dans le contexte où le taux de réussite de ceux-ci demeure faible. Une décision qui risque d'accroître le coûteux recours au secteur privé pour faciliter l'enseignement à distance dans certaines régions. Peu connu du grand public, le RÉCI, qui signifie Réseau axé sur le développement des compétences par l'intégration des technologies, s'est grandement effrité dans la dernière année. Plusieurs conseillers pédagogiques ont perdu leur emploi, tandis que d'autres ont été renvoyés dans les centres de services scolaires, CSS, avec lesquels ils ont un lien d'emploi. Résultat, une série de ressources destinées à accompagner les enseignants et les professionnels, à les former et à leur offrir des outils pédagogiques régulièrement mis à jour ont été supprimées, des compressions qui touchent notamment les secteurs de l'adaptation scolaire et du préscolaire, comme l'a rapporté Le Devoir à l'automne 2025. Or, depuis, le récit des services éducatifs à distance qui avait été mis en place en 2018 a officiellement cessé ses activités. La fermeture s'est faite le 30 juin 2026 à la suite d'une décision budgétaire de Québec. Des coupes ont aussi eu lieu au sein des ressources qui étaient destinées à accompagner, à l'échelle provinciale, les enseignants travaillant en formation générale des adultes et en formation professionnelle, a appris Le Devoir. Le tout en raison de l'abolition silencieuse de branches du récit, déplore la professeure en technologie éducative et en littératie numérique à l'Université du Québec à Rimouski, Séverine Parent. On a un réseau solide d'experts qui a été consolidé dans les dernières années, puis on persiste à l'effriter, soutient l'experte qui déplore le manque de vision du ministère de l'Éducation. Je trouve que c'est vraiment dommage, renchérit Simon Collin, professeur au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. L'enseignement à distance impliquant beaucoup d'adaptation de la part des enseignants et des directions d'école, ceux-ci profitaient grandement de l'accompagnement qu'offrait ce réseau d'experts maintenant dissous. Faible réussite. Cette décision de Québec survient au moment où Le Devoir obtient, au moyen d'une demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Éducation, des données faisant état d'un taux de réussite moyen de 29 % dans le réseau scolaire public pour les adultes souhaitant terminer en ligne leurs études secondaires ou obtenir les préalables requis à la formation professionnelle. Le taux d'échec s'élève pour sa part à 18 %, tandis que 53 % des adultes concernés ne terminent pas le cours qu'ils entament à distance. Ces données sont pour l'année scolaire 2021-2022, le ministère n'ayant pu fournir d'informations plus récentes au Devoir sur la réussite de ses élèves. Il me semble que ce n'est effectivement pas une bonne idée de couper les moyens et de couper des services alors qu'on a encore des choses à mettre en place pour améliorer la réussite des élèves en formation à distance, soulève Katia Papi, professeure au département d'éducation de l'Université TELUC, en référence aux compressions faites au sein du récit. Ce n'est pas ça qui va nous aider. Les taux de réussite compilés varient toutefois d'un CSS à l'autre, certains ayant réussi à obtenir de bons résultats malgré les défis liés à la formation à distance aux adultes. C'est le cas
entre autres du CSS des Appalaches, où une réussite est notée pour 78% des centaines d'élèves suivant un tel parcours, tandis que les autres échouent, 1%, ou abandonnent leur cours avant de l'avoir terminé, 21%. Or, c'est justement les conseillers du récit des services éducatifs à distance qui tâchaient de répandre les bonnes pratiques prises par certains CSS en matière de formation en ligne ailleurs dans le réseau scolaire. Une diffusion des connaissances qui risque maintenant de se perdre, appréhendent les experts contactés. La perte du récit des services éducatifs à distance, c'est une perte d'expertise qui était méconnue, mais qui est essentielle pour pouvoir faire de la formation à distance. Si tu n'as plus ça, si les centres de services scolaires veulent faire de la formation à distance, c'est possible, mais ils doivent tout créer de toutes pièces. Une tâche qui peut paraître insurmontable pour certains, relève Serge Gérin-Lajoie, qui est professeur spécialiste de la formation à distance à l'Université TELUC. Le secteur privé devient alors l'option privilégiée, constate-t-il. Le Devoir a d'ailleurs rapporté en juillet 2026 les préoccupations d'acteurs du réseau de l'éducation et d'experts devant le faible taux de diplomation et le nombre important d'abandons d'adultes suivant des cours à distance sur la plateforme de l'entreprise Challenge You, qui est utilisée par 5 CSS de la province. Des données obtenues depuis auprès du ministère de l'Éducation font état d'un taux de réussite des adultes en formation à distance dans ces organisations atteignant 16% en moyenne, soit un taux bien inférieur à la moyenne provinciale pour ce type d'enseignement aux adultes. Le taux d'abandon des cours s'élève pour sa part à 63%. Au sein des partenaires de Challenge You, montrent les données obtenues qui indiquent aussi un taux d'obtention de diplôme parmi les utilisateurs de la plateforme d'à peine 3% en 2025. Québec a pourtant dépensé des dizaines de millions de dollars dans les dernières années afin de permettre aux CSS concernés d'utiliser la plateforme de Challenge You pour offrir de l'enseignement à distance à des milliers d'adultes dans la province. Il y a une aberration, finalement, parce qu'on ne veut pas mettre de l'argent pour la collectivité publique en investissant dans le récit, tandis que l'on continue d'allouer des sommes importantes à des entreprises privées qui peinent à diplômer des adultes et dont l'expertise n'est pas profitable à l'ensemble de la province, mais uniquement aux CSS prêts à payer la facture, soupire Katia Papi. Mais pourquoi déléguer des choses qu'on serait capable de faire pour tous au public et mieux, demande-t-elle. Le ministère de l'Éducation n'avait pas répondu aux questions du Devoir au moment de la publication de cet article. C'était « Abolition silencieuse d'une expertise publique en formation à distance », un texte de Zachary Goudreau paru le 9 juillet 2026 dans Le Devoir. Les sciences en Nouvelle-France, un texte de Jean-François Palomino, publié le 5 février 2024 dans BANQ. En Nouvelle-France, quelques savants ont pratiqué la science sous diverses formes, cartographie, astronomie, botanique, médecine, etc. Certains documents qu'on trouve dans les collections de BANQ témoignent des préoccupations et des techniques d'observation et d'analyse d'une autre époque. Aujourd'hui, au Canada, les sciences sont perfectionnées par une infinité de praticiens hyper spécialisés. La situation était tout autre il y a 300 ou 400 ans, alors qu'une poignée de savants explorait des domaines en apparence hétéroclites. On pouvait alors être à la fois mathématicien, astronome et hydrographe, ou bien médecin et botaniste. Cette science pionnière dont on trouve quelques traces dans les fonds et collections de BANQ est essentiellement européenne. Elle n'a laissé qu'une petite place, souvent difficile à déceler, aux observations et aux connaissances autochtones qui n'ont pas toujours été partagées avec les colons européens.
Si la curiosité est un moteur important de la pratique scientifique, celle-ci se conçoit aussi dans une optique toute coloniale, où il est question d'exploiter un continent et ses ressources pour enrichir le royaume de France. À Paris, des institutions animées par des savants centralisent les connaissances provenant des colonies outre-mer. Les Jardins du Roi, fondés par Louis XIII, aujourd'hui le Jardin des Plantes à Paris, l'Académie royale des sciences, fondée en 1666 par Jean-Baptiste Colbert, et Louis XIV à l'instigation de quelques savants, l'Observatoire royal, terminé en 1683, la Société royale de médecine. Ces établissements et ceux qui les fréquentent tissent des réseaux élargis de correspondants qui sillonnent le monde pour mener des observations en France et à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Orient ou en Amérique. Les savants présents dans les colonies envoient le fruit de leur expérimentation en Europe. Leurs rapports se trouvent aujourd'hui disséminés un peu partout dans des collections européennes et nord-américaines. Cartographie, astronomie et hydrographie. Au XVIe siècle, les navigateurs font appel à des notions d'astronomie et de mathématiques pour se repérer en mer et cartographier les routes maritimes. À cet égard, deux instruments sont particulièrement utiles, la boussole et l'arbalèstrille, ou bâton de Jacob. La boussole, qu'on utilise en Europe depuis le XIVe siècle, sert à s'orienter par rapport aux points cardinaux. Constituée de deux tiges de bois graduées et coulissantes, l'arbalèstrille permet de mesurer la hauteur du Soleil à son zénith ou la hauteur de l'étoile polaire pour déterminer la latitude où l'on se trouve. Dans son traité de la marine qu'il publie en 1632, Samuel de Champlain rappelle l'importance des cartes géographiques pour la navigation. Outre la boussole et l'arbalèstrille, il y a le loch, un outil constitué d'un morceau de bois attaché à une corde graduée de nœuds équidistants. Cet objet est jeté à l'eau pendant une période calculée avec un sablier. En comptant le nombre de nœuds qui défilent, on peut estimer la vitesse du navire. Cette technique est d'ailleurs à l'origine de l'unité de mesure de vitesse actuelle en contexte de navigation nautique et aérienne. Plus tard dans le siècle, l'astronome, mathématicien et hydrographe Jean Deshayes débarque à Québec. Auteur de traités sur des instruments scientifiques et leur maniement, Deshayes a participé à des travaux de cartographie en France et à des voyages scientifiques en Afrique et dans les Antilles sous l'égide de l'Académie royale des sciences. À son arrivée à Québec, en 1685, il fait d'abord l'aller-retour au lac Ontario pour cartographier le fleuve à vue d'œil et prendre une dizaine de mesures de latitude. Durant l'hiver, il observe à Québec une éclipse de lune et calcule l'heure où elle se produit, ce qui lui permet d'estimer, a posteriori, la longitude de la capitale coloniale. Il parcourt en raquette la rive sud du fleuve et l'île d'Orléans et compte chacun de ses pas pour estimer la distance parcourue. Au printemps et à l'été, Deshayes longe en barque la rive nord du fleuve jusqu'à Sept-Îles, puis jusqu'à l'île d'Anticosti. À l'aide d'un instrument mis au point à Paris, il combine ces mesures de latitude à une méthode de triangulation. Cette technique consiste à repérer des objets visibles de loin, clochers d'église, tours, moulins, sommets de montagne, et à calculer les angles formés par ces lieux. Avec l'aide de l'équipage de la barque, il sonde le fleuve pour en connaître la profondeur aux endroits critiques. Il dresse ainsi une carte du fleuve Saint-Laurent d'une grande exactitude, toujours utile lorsqu'elle est publiée 30 ans plus tard. Au milieu du XVIIIe siècle, les officiers militaires contribuent aux connaissances cartographiques et astronomiques du Canada dans un contexte de rivalités impériales avec les colonies britanniques. Roland-Michel Barin de la Galissonnière coordonne les actions à titre de commandant général de la Nouvelle-France, puis comme chef du dépôt des cartes et plans de la Marine de France. Des documents gardent la trace de ces instructions aux officiers qui se rendent dans la région des Grands Lacs, par exemple celle de mai 1749 destinée à l'ingénieur Gaspard-Joseph Chausse-Gros de Léry, fils. L'officier doit y tenir un journal, y noter ses déplacements, prendre des mesures de hauteur des astres, observer l'éclipse de lune prévue le 8 août, en consigner l'heure de début et l'heure de fin, mentionner la qualité des terres, les essences des arbres, les obstacles sur les cours d'eau et évaluer les possibilités d'aménagement de havres et de forts. Il pourra également rapporter des échantillons de pierres et des graines de plantes.
La Galissonnière rédige d'ailleurs, avec le savant Henri-Louis Duhamel du Monceau, un livre intitulé « Avis pour le transport par mer des arbres, des plantes vivaces, des semences, des animaux et des différents autres morceaux d'histoire naturelle » 1752. Géographes et officiers de marine plaident aussi pour une meilleure connaissance des côtes dans les environs de Louisbourg, située sur l'île du Cap-Breton, région stratégique qui permet de contrôler l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Protégé du réputé astronome Pierre Lemonnier, le jeune officier Joseph Bernard Chabert est désigné pour diriger une expédition dans la région en 1750 et 1751. Les instruments qu'il transporte sont à la fine pointe de la technologie. Il possède par exemple un très bon quart de cercle de 2,5 pieds de rayon qui permet de mesurer des distances angulaires ainsi que plusieurs télescopes. Chabert calcule les longitudes avec précision grâce à l'évaluation des distances entre la Lune et les étoiles. À son retour en France, il publie le livre « Voyage » fait par ordre du roi en 1750 et 1751 dans l'Amérique septentrionale pour rectifier les cartes des côtes de l'Acadie, de l'île Royale et de l'île de Terre-Neuve, 1753. Recommandé par l'Académie royale des sciences, l'ouvrage a le mérite de fixer les coordonnées de plusieurs localités sur la côte de l'Amérique du Nord et de rectifier les cartes existantes. Médecine, botanique, zoologie. Au XVIIIe siècle, les médecins du roi, Michel Sarrazin et Jean-François Gautier, œuvrent à Québec comme correspondants de l'Académie royale des sciences. Tous deux s'intéressent à la faune et à la flore du Canada. Ils communiquent leurs observations à des botanistes réputés et à d'autres savants installés à Paris. Certains de leurs écrits sont publiés dans des périodiques scientifiques tels que les Mémoires de l'Académie royale des sciences. Sarrazin étudie notamment le castor, le carcajou, le rat musqué et le phoque. Leurs mémoires sont envoyés à Paris avec des spécimens d'animaux ou de plantes. À la demande de Duhamel du Monceau, Gautier fournit également entre 1742 et 1748 une variété de notes botanico-météorologiques. Température prise avec un thermomètre, état du ciel, orientation du vent, date de gelée du sol, épidémie d'insectes, etc. Sarrazin et Gautier ont également laissé de riches manuscrits sur les plantes du Canada. C'était Les Sciences en Nouvelle-France, un texte de Jean-François Palomino, publié le 5 février 2024 dans BANQ. Les films d'horreur peuvent-ils vraiment hanter nos nuits? Un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux paru le 28 octobre 2025 dans Université de Montréal Nouvelle. La science du sommeil révèle que la frontière entre les rêves et la réalité est très poreuse. Les images que nous voyons s'invitent dans nos songes, mais l'influence ne s'arrête pas là. Nos rêves sont perméables aux émotions fortes causées par les scènes terrifiantes du cinéma d'horreur. Octobre, la saison des frissons. Le temps de s'emmitoufler dans une couverture devant la télévision pour s'offrir une bonne frousse. Tueurs masqués, créatures des ténèbres, esprits malveillants, geysers d'hémoglobine. L'imaginaire des films d'horreur a de quoi ravir les téléspectateurs avides d'épidermes hérissés. Mais d'autres diront « Les films d'horreur, ce n'est pas pour moi. J'en fais des cauchemars. » Est-ce seulement une expression? Que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau quand nous visionnons des images d'épouvante avant de dormir? Pourquoi certaines scènes s'invitent-elles dans nos rêves ou plutôt dans nos cauchemars? Michel Carr, professeur au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, s'intéresse à ce lien fascinant entre cinéma, émotion et rêve. Des images qui traversent la nuit. On sait déjà que s'exposer à la lumière des écrans avant de dormir perturbe le cycle circadien. Mais Michel Carr veut aller plus loin. Elle se questionne sur les effets du contenu des images visionnées avant d'aller au lit, autant sur la qualité du sommeil que sur celle des rêves. Dans son laboratoire, des volontaires sont invités à regarder des films de genres variés.
Certains sont apaisants et lumineux, d'autres plus sombres, anxiogènes ou inspirent des sentiments de solitude et de claustrophobie. La chercheuse et son équipe observent ensuite leur cycle du sommeil et les récits de leurs rêves. Si cette étude n'en est encore qu'à ses balbutiements, Michel Carr indique qu'une tendance se dessine. Des éléments des contenus audiovisuels se glissent bel et bien dans les songes. Notre cerveau utilise nos souvenirs récents et nos images sensorielles récentes comme matière pour rêver. Comme le décrivait déjà Sigmund Freud, il recycle les résidus du jour, ces impressions marquantes ou chargées d'émotions pour tisser la trame de nos rêves. Donc, après avoir vu un film d'horreur, il n'est pas rare de retrouver des fragments de scénario dans notre sommeil, souligne la professeure. Réécrire ses cauchemars. Si le cinéma peut devenir la matière brute des rêves, Michel Carr ajoute qu'on peut aussi, d'une certaine façon, devenir le ou la scénariste de nos songes. C'est l'idée derrière l'ingénierie des rêves, qui se base sur le recours au rêve lucide, soit un état où l'on devient conscient qu'on rêve, parfois au point de pouvoir modifier le cours de l'épisode onirique. Ce domaine de recherche encore émergent passionne particulièrement la chercheuse, qui s'affaire à explorer et exploiter le potentiel du cerveau endormi. Avec son équipe, elle a récemment démontré qu'en effectuant de manière régulière certains exercices de visualisation et de pleine conscience avant le sommeil, plus d'un quart des participants parviennent à atteindre l'état de rêve lucide dès une première sieste en laboratoire. Avec des techniques plus poussées, comme de légères stimulations lumineuses ou sonores pendant le sommeil, le taux de réussite se voit bonifié. Un phare dans la vie. Ultimement, ces approches pourraient devenir de véritables traitements pour les personnes souffrant de cauchemars récurrents qui s'accompagnent de détresse au réveil, notamment ceux liés à des traumatismes, des dépendances ou un deuil. Un cauchemar, c'est comme un film dont le scénario se répète sans fin, explique la chercheuse. Grâce aux rêves lucides, on aide les gens à le réécrire et à transformer une scène de terreur en une expérience positive, voire libératrice. Donc oui, nos rêves sont perméables aux émotions fortes causées par les scènes terrifiantes du cinéma d'horreur. Mais si, au lieu de subir nos cauchemars halloweenesques, on essayait de les diriger? Pourquoi ne pas s'entraîner à transformer ce dangereux poursuivant cagoulé en sympathique vendeur de crème glacée? C'était « Les films d'horreur peuvent-ils vraiment hanter nos nuits ?» Un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux paru le 28 octobre 2025 dans Université de Montréal Nouvelles.